Ce CM va porter sur l'évaluation certificative en EPS. Le plan va être le suivant. On va d'abord définir ce qu'est l'évaluation certificative et la différencier de l'évaluation sommative. Et ensuite, on s'intéressera à l'évaluation à l'école primaire, à son fonctionnement, à l'évaluation au collège et au lycée. Ensuite, nous pointerons les difficultés de l'évaluation. Et enfin, un dernier aspect concernera plus particulièrement la question des arrangements évaluatifs. Je vous rappelle tout d'abord une définition générale de l'évaluation que nous avions déjà utilisée, qui est celle de Noiset et Caverny en 1978, et qui montre que l'évaluation désigne l'acte par lequel, à propos d'un événement, d'un individu ou d'un objet, on émet un jugement en se référant à un ou plusieurs critères. Cette évaluation revêt des appellations différentes en fonction de la place et du rôle qu'elle occupe dans le processus d'apprentissage. On distingue donc l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative et l'évaluation formatrice, et enfin l'évaluation certificative et l'évaluation sommative. L'évaluation sommative concerne le fait d'attribuer une note à la prestation de l'élève. L'évaluation certificative, quant à elle, a un caractère institutionnel qui se traduit par la reconnaissance d'un niveau, d'un diplôme. Les deux évaluations, sommative et certificative, se situent à la fin d'une action éducative. Elle permet en fait de situer les performances des élèves au regard d'une norme préétablie. L'évaluation certificative dans le système scolaire peut prendre différentes formes. On a le contrôle continu qui consiste à faire passer à l'élève une série d'épreuves tout au long de sa scolarité et d'attribuer une note qui reprend l'ensemble de ces épreuves à la fin de la scolarité. Le contrôle en cours de formation, c'est-à-dire que c'est une épreuve anticipée et qui consiste par exemple au bac en EPS à évaluer les élèves à la fin du cycle en anticipation de l'évaluation du bac. Et enfin le contrôle terminal qui lui se situe à la fin de l'année pour le bac. La philosophie par exemple au bac est évaluée en contrôle terminal. Il n'y a pas de contrôle en cours de formation ni de contrôle continu. L'évaluation à l'école primaire s'appuie en fait sur l'évaluation des compétences. Il s'agit d'évaluer en situation une compétence, d'être capable de mobiliser des savoirs face à une situation donnée. On valide donc des compétences à l'école primaire. Un exemple peut être pris de compétences en français. Vous avez une compétence, copier sans erreur un texte d'au moins 15 lignes en lui donnant une présentation adaptée. Rédiger différents types de textes d'au moins 2 paragraphes en veillant à leur cohérence, en évitant les répétitions et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que la ponctuation. 3 niveaux d'évaluation de la compétence: non acquis, en cours d'acquisition et acquis. On considère qu'une compétence est acquise lorsque l'élève parvient à remplir les critères de validation de la compétence 2 fois sur 3 essais. Cette validation de compétences s'inscrit dans ce qu'on appelle le socle commun, qui est constitué de 7 compétences et qui couvre l'ensemble de la scolarité de l'école primaire et du collège. Les 7 compétences à atteindre par les élèves sont la maîtrise de la langue française, la pratique d'une langue vivante étrangère, les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique, la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l'autonomie et l'initiative. Pour valider ces compétences du socle commun, il existe 3 niveaux d'attestation de maîtrise des compétences du socle. L'attestation de palier 1, renseignée en fin de CE1 et qui concerne 3 compétences. L'attestation de palier 2, renseignée en fin de CM2, qui concerne déjà les 7 compétences présentes au collège. Et enfin l'attestation de palier 3, renseignée en fin de 3e et au plus tard à la fin de la scolarité obligatoire, qui concerne elle aussi bien évidemment les 7 compétences. Cette évaluation
est accompagné d'un livret qui suit l'élève au cours de sa scolarité. L'organisation de la validation du socle commun est organisée de la manière suivante. On distingue donc tout d'abord la compétence, par exemple la maîtrise de la langue française. Cette compétence est divisée en domaines, lire, écrire, dire, et dans chaque domaine, on a effectivement des items pour écrire, par exemple, reproduire un document sans erreur avec une présentation adaptée. Au fil de la scolarité, les enseignants valident les différents items, puis les différents domaines, et enfin les différentes compétences. Alors comment fonctionne cette validation du socle? Les principes d'évaluation. Toutes les disciplines contribuent à la construction et à l'évaluation des compétences. Une discipline ne participe pas à l'évaluation de tous les items. Il y a un partage qui est effectué. La plupart des items peuvent être évalués dans plusieurs disciplines. L'équipe pédagogique, le conseil pédagogique ou les conseils d'enseignement veillent à l'approche pluridisciplinaire des items. L'évaluation dans la classe. Ensuite, chaque professeur évalue dans le cadre habituel de son enseignement le professeur documentaliste et le CPE au cours d'activités pédagogiques. Chaque professeur se réfère au niveau d'exigence et aux indications données pour chaque item par les grilles de référence. Et enfin, l'évaluation d'une compétence doit passer par la résolution de situations complexes. Et une situation complexe est une situation qui mobilise, en les imbriquant, plusieurs items, rédaction, problèmes mathématiques, etc. Alors en 6e, 5e, 4e, on est sur une évaluation sommative. En 3e, on est sur une évaluation certificative puisque les notes attribuées comptent pour le diplôme national du brevet. Les modalités d'évaluation sont précisées dans le BO spécial numéro 5 du 19 juillet 2012. À l'issue de la scolarité au collège, chaque élève doit avoir atteint le niveau 2 de compétences attendu par le programme dans chacune des 4 compétences propres à l'EPS. Au cours de l'année 3e, parmi les évaluations réalisées à partir des activités physiques et sportives et artistiques, représentant autant que possible les 4 compétences propres à l'EPS, la note d'EPS au DNB résulte des évaluations effectuées dans 3 APSA relevant des 3 compétences propres à l'EPS. Qu'est-ce qui est évalué? On a effectivement une dimension qui est liée à l'efficacité et à l'atteinte de la compétence, une dimension qui est souvent liée au projet et aux rôles sociaux, qui articule donc compétences propres à l'EPS et compétences méthodologiques et sociales. Au niveau de l'organisation de l'évaluation, c'est le prof de la classe qui évalue. La notation est souvent précisée dans les fiches relatives à l'obtention du DNB et ce sont des fiches qui sont organisées par activité. Mais il y a une certaine souplesse et le cadre d'évaluation est adapté par l'équipe pédagogique de chaque établissement. Pour l'évaluation au baccalauréat général et technologique, on peut se référer au bulletin officiel spécial numéro 7 du 16 février 2012. Pour le bac, on évalue bien évidemment des compétences propres, mais aussi une dimension méthodologique et sociale. 3 APSA enseignés durant l'année servent de support à l'évaluation. Le niveau 4 est souhaitable, c'est-à-dire que les élèves doivent effectivement avoir fait 2 cycles au cours de la scolarité au lycée. Et dans les fiches d'évaluation, les épreuves d'évaluation au bac, il apparaît une dimension qui est liée effectivement à l'efficacité ou aux aspects techniques et tactiques, mais également souvent au lycée une dimension qui est plus particulièrement liée au projet. Au niveau de l'organisation, c'est un contrôle en cours de formation, c'est-à-dire que les dates d'évaluation doivent être communiquées aux élèves en début d'année. Elles donnent lieu, ces épreuves, à des notes individuelles. Il y a 2 examinateurs, dont l'enseignant, pour noter les élèves le jour de ce contrôle en cours de formation. On peut voir dans certains établissements qu'il existe une EPS adaptée qui concerne plus particulièrement les élèves qui ont une inaptitude de longue durée et on leur propose effectivement une activité souvent à l'année, soit natation, soit musculation par exemple, pour avoir une note également au niveau du bac. Le protocole d'évaluation doit figurer dans le projet EPS de l'établissement et doit être envoyé à une commission académique. Suite au mois de juin, suite à la remise des notes,
il y a une commission d'harmonisation départementale qui se réunit et qui regarde si les notes qui sont mises dans les établissements ne sont pas trop différentes d'un établissement à l'autre. Après avoir donc décrit les exigences de l'évaluation sur le plan institutionnel, nous allons nous arrêter un petit peu sur la certification et les difficultés qu'elle pose en termes notamment d'équité, de fiabilité, de faisabilité. Alors nous pouvons nous appuyer sur l'article d'Alain Solaire dans la revue EPS 301 en 2003 pour définir les principes d'une bonne épreuve. Une bonne épreuve renvoie tout d'abord à une situation complexe qui doit être adaptée à la population scolaire. Cette situation doit également être fidèle aux exigences des programmes et notamment à la compétence attendue. Ensuite, en regard de la population scolaire, il faut que l'épreuve renvoie à une certaine équité entre les garçons et les filles notamment. Il faut qu'ensuite l'épreuve soit fiable, c'est-à-dire qu'elle valide la compétence attendue et qu'elle soit révélatrice en fait de la compétence attendue. Cette épreuve enfin doit être faisable dans le temps imparti à l'évaluation, c'est-à-dire dans les 2 heures au baccalauréat servant à l'évaluation, en sachant qu'on a 2 enseignants qui observent les élèves. Ces épreuves doivent également mettre en avant une certaine sensibilité, doivent avoir une certaine sensibilité au progrès. Il s'agit d'évaluer dans des situations complexes et authentiques. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de l'approche par compétences, une situation authentique est une situation proche de la pratique sociale. Une situation complexe doit, quant à elle, mobiliser un certain nombre de ressources chez les élèves relatives ces ressources à l'action, à la réflexion ou aux interactions. Il faut ensuite que ces épreuves soient adaptées, et adaptées ici on peut le prendre à 3 niveaux. Adaptées par rapport à la compétence attendue présente dans les textes officiels, adaptées aux ressources et au potentiel des élèves dans le cursus scolaire. C'est en pratiquant par exemple le pentabon que l'élève se confronte le mieux au problème fondamental du triple saut, et il y a donc une adaptation qui est faite par rapport aux épreuves qu'on peut rencontrer dans les pratiques sociales. Enfin, ces épreuves doivent être adaptées dans le sens où elles permettent aux garçons et aux filles, par exemple, de trouver des voies de résolution qui peuvent être différentes. Alors, les épreuves doivent aussi être pensées pour révéler les progrès des élèves. Actuellement, on parle beaucoup d'évaluation positive, c'est-à-dire d'évaluation qui favorise les progrès des élèves. En proposant des situations relativement globales, parce qu'on veut effectivement poursuivre l'authenticité ou la complexité, on est confronté à un problème qui est que parfois on ne voit pas les progrès de l'élève. Il s'agit peut-être aussi, dès lors, de réfléchir à des situations à plusieurs niveaux, à un niveau de complexité globale, mais aussi à des situations plus cadrées qui permettent de mettre en évidence pour l'enseignant, mais surtout aussi pour les élèves, les progrès réalisés. Pour révéler les progrès des élèves, on peut par exemple penser qu'il est possible d'organiser des épreuves d'évaluation en présentant d'une part une situation complexe, globale, authentique, mais aussi des situations un peu plus fermées qui mettent l'accent sur un aspect particulier de la compétence. Ces situations, on peut les appeler situations de référence orientées vers un problème particulier de la compétence, ou situations de cadrage. On peut également se poser la question de l'évaluation, de la pertinence de l'évaluation le jour J. On sait par exemple que la tradition sportive veut que les élèves soient prêts le jour J. On peut se poser la question à l'école, est-ce qu'on prépare effectivement les élèves à être prêts le jour J? Et ne vaut-il pas mieux évaluer au fur et à mesure du déroulement du cycle des acquisitions lorsque les élèves se sentent prêts pour cette évaluation? On passerait donc à des validations en cours, à la possibilité pour les élèves de valider
une partie de la compétence au cours même du cycle et pas simplement le jour J. Le dernier aspect qu'on peut mettre en avant quand on parle des difficultés d'évaluation, c'est celui de la faisabilité. La durée de l'épreuve conseillée est de 2 heures et en terminale, il y a souvent 35 élèves en classe et il faut évaluer ces 35 élèves en 2 heures. On est donc devant une tâche difficile. Alors cette tâche est plus ou moins difficile en fonction des APS. Si l'on prend le cas particulier du badminton, on a effectivement les enseignants qui doivent valider le niveau de maîtrise des élèves par rapport à la compétence attendue, mais ils doivent également valider le projet de jeu de l'élève. C'est-à-dire que l'élève dispute un premier set, formule un projet de jeu et le met en œuvre dans ce deuxième set. Et il faut regarder si l'élève met effectivement en œuvre le projet qu'il a effectivement écrit et formalisé. De faire ces deux aspects en même temps, hein, à la fois la maîtrise et à la fois le projet de jeu, c'est quelque chose qui est très difficile dans le temps imparti. Le dernier aspect dont on va parler est celui des arrangements évaluatifs, qui constituent finalement un mal nécessaire dans le protocole, le processus d'évaluation sommatif ou certificatif. En 1986, Chevalard précise que la notation s'inscrit dans un domaine social, la classe, l'établissement, et que celle-ci résulte d'une transaction entre le prof et les élèves, entre le prof et l'élève. En 1996, Merle parle d'arrangement évaluatif comme l'expression de la professionnalité de l'enseignant. Il montre également que la note est le résultat de contraintes contextuelles et de négociations implicites et explicites. On peut parler d'arrangement évaluatif interne et d'arrangement évaluatif externe. Les arrangements évaluatifs internes se construisent dans le secret de la classe et sont le fruit d'une négociation plus ou moins explicite entre élèves et enseignants visant à maintenir une dynamique de classe. Les arrangements évaluatifs externes s'adressent, quant à eux, aux parents, à l'administration, aux autres disciplines. On a, derrière les arrangements évaluatifs externes, un souci de représentation de sa discipline ou de la qualité de son travail. Cette question des arrangements évaluatifs est d'autant plus importante que lorsque on parle d'arrangements évaluatifs internes ou externes, on est bien souvent paradoxalement en lien avec la question de l'équité et de la fiabilité de l'évaluation. On montre par exemple, des auteurs ont montré que la certification relève d'un jeu du professeur avec les règles imposées par les textes pour garantir le fonctionnement du système. La certification relève plus d'une mesure trouble, elle n'est pas le strict reflet des compétences et des connaissances validées par les élèves. Les enseignants ne font pas entièrement confiance aux outils proposés par l'institution. Les textes officiels sont parfois contournés pour trouver une part de liberté et au final assurer une évaluation plus juste. L'image de la discipline dépend effectivement de cette possibilité aussi parfois d'arrangement évaluatif. En guise de conclusion, on peut dire que la certification est un fait didactique, qu'elle est une construction didactique, qu'il s'agit de se dégager du mythe de l'objectivité, que les référentiels mis en avant sont révélateurs de conceptions particulières, que la certification se démarque des textes, que l'enseignant agit avec ses croyances, ses conceptions, et que cette évaluation certificative est aussi un levier important de transformation des pratiques enseignantes.